Quand j'ai rencontré Fanny, tout ce que j'avais fait comme cure de désintoxication, qui s'était à chaque fois soldé par des récidives, cette fois-ci, comme une évidence, je me suis retrouvé avec la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, et j'ai eu l'impression que ma vie pouvait enfin commencer. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Notre invité a l'élégance maladroite des poètes, une dégaine de dandy au cœur en vrac, toujours à la recherche de l'instant parfait, de l'instant d'après. Parce que c'est toujours l'instant d'après avec lui, cette intensité qui lui échappe sans cesse et qu'il traque avec la fièvre des grands utopessimistes depuis toujours. J'ai connu un léger passage à vide entre 11 et 35 ans. Voilà le genre de vérité qu'il assène, l'air de rien, en quelques mots désabusés, comme on pose sa dernière carte au moment où l'on se sait perdant. Il s'est fait l'auteur des naufrages intimes qui finissent en prix de flore, d'une vie chancelante entre intensité et abandon, comme si chaque jour était à la fois une promesse et une déception. Comme François Sagan, il fait partie de la grande famille des intranquilles et avoue avoir la tremblote depuis sa naissance. Il narre sans concession les nuits blanches sans gloire et la poésie de la gueule de bois, reste l'ami fidèle de ceux qui trébuchent, le chroniqueur de ceux qui ont vu le fond et qui, par miracle, savent encore parler. Lors d'une interview datant de 2008, mais qui refait étrangement surface ces derniers temps, une voix off, grave, entamait son reportage par ces mots. Nicolas a bu pour ne pas grandir, mais l'alcool l'a fait vieillir d'un coup. Le vin l'enivrait, la vodka et le whisky l'assommait, la cocaïne le réveillait et des médicaments l'endormaient. 10 ans de gueule de bois. À ce moment-là, Nicolas Ray a 35 ans et 2 ans d'abstinence derrière lui. Depuis, il a beaucoup écrit, s'est laissé bercer par d'autres addictions. Il a écrit encore une douzaine de livres, dont la moitié au moins en flagrant délit de sobriété. Il a décidé de tremper sa plume dans une eau de vie qui ne lui coûte plus la sienne, l'amour avec un grand F, l'initiale du prénom de celle qu'il attendait depuis son premier souffle, dit-il. Aller mal, c'est un bon début, mais un début à quoi ? Qu'attend Nicolas de la vie ensuite ? Quels sont les nouveaux espoirs ou accidents et même combats auxquels il se confronte aujourd'hui ? Je ne cache pas ma joie de recevoir un grand auteur que les contradictions habitent, un esprit très fleur bleue, doté d'un humour noir, un amoureux éternel de l'éphémère, un addict invétéré qui ne consomme plus, un homme dont je me sens proche, pour le meilleur. Et pour le pire, j'ai l'honneur et l'immense plaisir de recevoir Nicolas Ray. Bonjour Nicolas. Bonjour Rose, écoutez, merci, ça me touche beaucoup. Ça me touche que ça vous touche alors. Non, en plus c'est hyper bien écrit. Donc, alors là, voilà. si je vous prends au mot, je risque de gonfler encore, encore plus que je n'ai gonflé. Alors écoutez, cher Nicolas, nous demandons toujours à nos invités, est-ce que vous voulez qu'on se vous voit ou est-ce qu'on se tutoie ? Qu'on se vous voit. J'adore. Alors, quelle est votre définition de l'addiction ? Moi, j'étais addict très tôt parce que j'avais peur de mourir. Pardon de jeter un froid comme ça directement. À l'âge de 6-7 ans, je me souviens très bien, je jouais avec une balle de ping-pong autour de la table à manger de mes parents. Et je me disais, c'est quand même dingue, on va devenir ce qu'on était avant de naître, à savoir rien, une sorte de sommeil profond. Tout ça n'a aucun sens. Quand je me baladais à cet âge-là, près d'une église, je voyais bien que les gens qui se dirigeaient vers l'église, c'était ou des personnes âgées ou des personnes malades. Donc forcément, ils misaient sur quelque chose après, quoi. Je comprenais très bien leur démarche. Et c'était flippant parce que je voyais bien que miser là-dessus, c'était pas jouable non plus. Et je trouvais ça totalement injuste, la mort. Enfin, quand on y réfléchit 30 secondes, c'est proprement inadmissible comme... C'est autant inadmissible que la naissance, j'ai l'impression. Comme invention. Oui. Enfin, au moins l'invention. Le pire, ça aurait été de pas naître. Au moins, on a cette chance-là un peu folle. Mais bon, que ça se termine, c'est fou, quoi. Et l'alcool et la cocaïne me donnaient cette impression. L'alcool en me calmant, en me faisant un peu relativiser tout ça, et la cocaïne en me rendant un peu fougueux, me faisait un peu oublier ce que Camus appelait les sanglantes mathématiques de notre destinée, quoi. L'enthousiasme un petit peu. Ouais, c'est ça. Ça m'amenait une sorte de
de légèreté que j'avais pas sinon, quoi, en fait. Et comme la gravité, c'est le bonheur des imbéciles, j'essayais d'être léger. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de réussir à être léger sans rien. L'apesanteur. Ouais, voilà. Un petit peu. Ouais. Cosmonaute. Alors, j'ai entendu dans une interview... J'ai essayé d'être plus drôle après, je vous jure. Non, mais on va pas être drôle, forcément. Hein. On n'est pas là pour ça, forcément. Mais on est là pour écouter ce genre de témoignages. J'ai entendu que tu parlais, tu passais des nuits à écouter les routiers sont sympas la nuit, oui. Pour l'ivresse de la nuit blanche, déjà enfant. Pour les mêmes raisons, en fait. Ouais. Parce que le sommeil, c'est la mort. Donc le soir, je voulais pas, je repoussais au maximum cette sensation-là. Et donc j'écoutais Max, les routiers sont sympas sur Europe 1. Et j'étais tellement accro au fait de refouler, de trouver des drogues, alors que j'avais pas accès aux drogues, que ma première drogue, c'était le manque de sommeil, en fait. Ouais, cette ivresse de ne plus avoir, de manquer de sommeil, et ça donnait une sorte d'ivresse. Donc, quand j'écoutais à 11-12 ans, les routiers sont sympas, pendant la nuit, je faisais une nuit blanche, et le matin, j'étais enivré par le manque de sommeil. Et donc j'étais dans un état second, ce qui me permettait d'oublier le reste, quoi, et d'être un peu insouciant. Ouais. Donc on est encore dans la légèreté, c'est-à-dire que ce que tu voulais, c'était oublier la gravité de la finitude. Ouais, Dès tout à tout fait. petit, tu avais la conscience de la ouais. finitude. C'est assez incroyable. Moi, je me rappelle pas avoir pensé à la mort du tout avant très 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 longtemps. C'est quoi ton premier souvenir de dépendant après ça ? C'est-à-dire le premier souvenir d'une consommation qui vient soulager quelque chose, le premier produit, on va dire, le premier coup de cœur. La première fois ? Ouais. Et quel produit ? La première fois, je m'en souviens très bien. Alors, l'alcool, non, parce que c'était quelque chose qui était quasiment un atavisme familial, si tu veux. Donc, je me souviens pas de la première fois où j'ai bu, par exemple. Ça, c'est vrai que c'est tellement partie de moi que je m'en souviens pas. Mais en revanche, je me souviens très bien de mon premier rail ou demi-rail, c'était minuscule, mais à l'époque, un demi-trait, ça te fait 48 heures. Enfin, c'est fou, hein, quand on n'a jamais pris. Bah oui, j'étais. Quel âge avais-tu ? Non, j'étais âgé déjà. J'avais 23, 24 ans, et c'était mon voisin dans le 18e arrondissement. Lui, alors, il était très particulier. Il était agoraphobe. Il se faisait tout livrer. La drogue, mais la nourriture, le coiffeur, tout. Il ne sortait jamais de chez lui. C'est vraiment un précurseur de Uber. Oui, c'est ça. Et il vivait tout parce que je lui racontais de la vie. Et je me souviens, j'étais avec mon meilleur ami, on allait faire la Gay Pride. Et il nous a donné vraiment une mini trace. Et j'ai fait la fête pendant 48 heures. J'ai trouvé que c'était une invention fabuleuse. Voilà. Alors c'est vrai qu'on recherche. Que les problèmes commencent. Oui. Alors ce qui est dingue, c'est que c'est comme c'est vrai. On recherche toujours cette sensation-là, cette première sensation qu'on ne retrouve jamais. Après, c'est juste triste, quoi. Mais pas tout de suite quand même. Pas tout de suite quand même, mais c'est un peu comme le joueur au casino. Ah oui, le premier gain. Le premier gain, il va toujours rechercher ça. Et le tragique de certains joueurs au casino, c'est qu'il va même parfois prendre du plaisir dans la défaite. Et parfois, tu vas même prendre du plaisir à te refaire des traits alors que c'est perdu d'avance et que c'est déjà fini. Ouais. Complètement. Mais la défaite aussi, c'est vrai que nous, on doit se dire qu'à un moment donné, on doit avoir un plaisir à souffrir en lendemain de nuit blanche, parce que c'est pas possible de le revivre sans fin, alors qu'on n'en veut plus. Il y a bien un plaisir à cette défaite-là, peut-être. La défaite contre le sommeil, moi, ça a été un combat. Je sais pas toi, c'est-à-dire de ne pas réussir à dormir. Des nuits entières, c'était un combat pour moi. Moi, je mettais des contre-feux avec les médocs, en fait. Les benzos, les Stilnox. Ah oui, à un moment, quand je prenais de la drogue, je cautérisais avec ça, on va dire. Il y avait en toi une mélancolie que tu décris depuis tout le temps, une maladresse dont tu parles depuis toujours. Est-ce que c'est dans la sobriété, ces qualificatifs, ils te semblent toujours appropriés ? Est-ce qu'il y a une tristesse, une mélancolie, une maladresse toujours ?
Une mélancolie heureuse. Non, je suis beaucoup moins triste. Mes journées sont beaucoup plus pleines. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir très peu de souvenirs de ce qui s'est passé entre 25 et 45 ans, quoi. Tu vois, j'ai pas énormément de souvenirs de tout ça. Et j'ai souvenir juste d'être resté en vie parce que j'avais un fils et que voilà, j'ai pas franchi le cap pour ça. Et quand j'ai rencontré Fanny, tout ce que j'avais fait comme cure de désintoxication, comme clinique, comme rencontre avec des addictologues, qui avaient été parfois des réussites, mais qui s'étaient à chaque fois soldées par des récidives. Cette fois-ci, comme une évidence, je me suis retrouvé avec la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, et j'ai eu l'impression que ma vie pouvait enfin commencer. Donc j'étais enfin libre, en fait, si tu veux. Donc ça a été un voyage au bout de la nuit, mais avec un réveil heureux. Wow. Et donc, j'ai pas, le matin, quand je me réveille, je suis heureux de me réveiller. J'ai pas de tristesse. Bien sûr, si je regarde dans le rétro, je vois un truc un peu, comment dire, Une ombre. ouais, enfin, je vois un truc un peu, je vois des montagnes russes, quoi. Mais je préfère, comme une évidence, je me reconnais, je me ressource au jour le jour dans ce que je vis actuellement. Avec le fait que maintenant, les rares fois où je vais à Paris, c'est pour dîner avec mon fils, qui a maintenant 19 ans. Et puis sinon, je vis avec Fanny et mes deux beaux-enfants, qui ont 12 et 8 ans. Donc voilà, que j'éduque avec Fanny depuis des années. Et voilà, faire les devoirs du petit, lui lire des histoires avant de s'endormir, la flipper parce qu'en ce moment, il a la grippe. Voilà, quoi, des trucs tout cons, mais c'est la vie au jour le jour. C'est des choses que tu as pu faire avec ton fils ? Et non. Et est-ce C'est que drôle lui, que tu me dises il est ça. compliqué ? C'est drôle que vous... Enfin, je sais plus, j'essaie Ah, que vous voyez, moi je dis mais j'y tu, arrive mais pas. oui, Ouais, depuis ouais. tout à l'heure je dis tu. C'est drôle que tu me dises ça parce que souvent, quand je lui fais les devoirs, je me dis, tiens, ça je l'ai pas fait avec mon fils. Et j'ai ce... Il t'en veut ? Non, il m'en veut pas. Non, il est classe. Mais moi, je m'en veux un peu. Ouais. Enfin, je m'en veux un peu. Je regrette terriblement, surtout. Et puis voilà. Et puis bon. Mais il y a ce qu'on vit maintenant qui est super. Et puis il y a ce qu'on a vécu aussi depuis des années où on a passé des années où à se faire 2 soirs par semaine des soirées ciné-club où on se matait des films, Oui. où on s'est fait une culture cinéma de dingue, à se faire il est venu en une semaine avec ma compagne, ses enfants, et puis lui est venu, on est tous partis à Valence en Espagne, tu vois, on s'est fait des trucs comme ça ensemble, on s'est créé des souvenirs. De toute façon, la vie, c'est ça, c'est créer des Ouais. souvenirs. Mais enfin, il sait quand même que tout ce que tu as fait, tu l'as fait quand même pour lui, parce que rester en vie. Ouais. Mais je on me en suis parle reconnue jamais. là-dedans beaucoup, parce que j'ai Oui, toi aussi, t'as Moi, j'ai un fils de 13 ans, et vraiment, le pauvre, il l'avait lu en plus sur Google, il était tombé là-dessus, sur une interview qui disait « Mon fils m'a sauvé la vie », donc c'est une grosse pression quand même, pour un enfant de se dire « Donc moi, j'existe pour que ma mère ne se soit pas tuée ». Mais vraiment, c'était pas possible d'imaginer ça. Après, est-ce qu'on l'aurait fait ? Je ne sais pas. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est l'amour qui te sauve. Et qu'est-ce qu'il a répondu ? Qu'est-ce qu'il t'a dit quand il a vu mon fils ? Il t'en a parlé ? Il est très pudique aussi là-dessus. Et je lui ai dit, mais les enfants, ils t'en parlent, tes potes, des choses qu'ils ont vues. Il me dit, nous, on a une seule règle, c'est respect des mères. Bon, j'ai dit, bah tant mieux, là, je suis bien à l'abri. Ce qui est drôle, c'est que tu consommes parce que donc il y a cette peur du rien, le fameux il n'y a pas de plan B. Bah non, il n'y a pas de plan B. Et en même temps, ce qui te sauve, c'est l'amour. Donc quelque part, quel est le lien entre l'amour et le fait que ça ait anéanti justement cette peur de la finitude ? Ça veut dire que d'un coup, la vie vaut le coup. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, très tôt,
enfant, en fait, il y a des gens qui ont comme projet enfant, je sais pas, de devenir une star ou un champion de football ou je sais pas ce qu'on peut avoir comme projet ou un grand danseur ou quand on est un petit garçon, qu'est-ce qu'on veut faire ou marcher sur la lune, je sais pas, un truc. Et moi, je voulais rencontrer la femme de ma vie. Je voulais ça. Eh ben, ça change tout, ouais. Mais je voulais ça, mais quand j'avais 7 ans, 8 ans, je voulais rencontrer la femme de ma vie. Et t'as cherché au mauvais endroit pendant longtemps, tu crois ? Ouais, comme tout le monde, Ouais. j'ai pas trouvé tout de suite. Non, mais je veux dire, tu cherchais autre chose que ce que tu croyais qu'il te fallait ? Je pensais, j'ai souvent pensé l'avoir trouvé et tout, dans des allô, 5 heures du matin. Voilà. Et bon, et non, en fait. Et puis je l'ai rencontrée alors que, en plus, c'était l'inverse de moi. C'est une femme qui a jamais bu une goutte d'alcool, qui n'a jamais fumé une clope, qui n'a jamais bu un gramme de C. Enfin, tu vois, mais pourtant, quand tu la vois, tu as toujours l'impression que c'est comme Obélix qu'elle est tombée dedans quand elle était petite, quoi. Elle est enivrante, elle est enivrée, elle est débordante de vie, et donc, ce qui est génial, c'est qu'on s'emmerde pas une seconde avec elle, tu vois. C'est du panache à l'état pur, quoi. Donc finalement, la peur du rien, c'est plus cette peur de l'ennui dans laquelle je me reconnais. Ouais. C'est que la vie soit chiante, que de exactement. s'ennuyer, Oui, qu'il n'y ait pas quelque chose de fou à faire. C'est ça. Et comme enfant, j'avais cette unique quête. Quand je l'ai rencontré, j'ai plus peur de mourir vu que j'ai trouvé T'avais vécu ce que tu voulais vivre le plus au monde. J'ai vécu ce que je voulais vivre. Donc maintenant, comme disait Thierry Roland quand on a gagné contre le Brésil la Coupe du Monde, on peut mourir tranquille le plus tard possible, mais tranquille, quoi. Tu vois. Voilà. Mais le plus tard possible. Il a rajouté ça d'ailleurs. Voilà. C'est fou cette histoire d'amour. Un jour on m'avait dit que j'allais citer Thierry Roland. Mais en fait, il y a un truc qui m'a marqué aussi, c'est que tu parles beaucoup d'histoire d'amour avec les substances. Et de toute façon, pour toi, tu dis aussi qu'une histoire d'amour, pour qu'elle existe, il faut qu'elle soit terminée. Donc il y a plein de choses aujourd'hui où j'ai l'impression que tu as dû changer un petit peu d'avis aussi. Déjà, l'histoire d'amour avec les substances, c'est une histoire d'amour qui finit mal. Et le fait qu'une histoire d'amour, pour qu'elle existe, doit être terminée. Oui, c'était ma façon il y avait un côté assez dandy dans cette façon de penser, assez poseur, tu vois. C'était assez dramatique comme façon de gérer la chose, de dire que pour qu'une histoire d'amour soit parfaite, il faut avoir vécu le commencement, le milieu et la déchéance, la fin, et seulement à ce moment-là, je te dirais, quand tu m'as quitté, tu seras alors la seule, la grande, l'unique. Mais en fait, pas du tout. Moi, là, ce que je vis depuis 7 ans, je l'aime de plus en plus. Et c'est ça qui est formidable. Et j'ai l'impression que mon histoire d'amour est totalement aboutie, en fait. Et va l'être de plus en plus. C'est beau. Ça nous écoute en plus. Fanny, hein. Elle est institutrice, non ? Oui, et je sais que c'est un point commun. Eh ben, je le fus. Ouais. Je le fus, mais c'est vrai qu'il faut un sacré enthousiasme que je n'avais pas. Ah, et donc, je m'enivrais la nuit et le matin, c'était compliqué. Ah oui, avec les... Mais quand elle a commencé à être institutrice, elle faisait les 400 coups aussi. Ah, donc finalement, elle est sortie quand même un petit peu. Oui. Ouais, c'est un métier qu'on commence jeune en plus. Elle sortait chez Georges. Rue des Canettes, elle me racontait ça. Rue des Canettes, oui, à côté de Castel. Ouais, exactement. Ouais. On aurait pu se croiser, mais bon. C'était pas le moment, en tout cas. Et toi, t'étais institutrice en quoi? Moi, en primaire? J'étais institutrice en CM1 et CM2, 2 ans. Ah, elle a des CM2 cette année. Ouais. Ah, c'est très dur. C'est dur, hein. Faut les gérer, les gosses. Hein. Non, mais c'est vraiment une vocation et j'ai compris qu'on pouvait sauver ou détruire un enfant avec un mot. Donc, c'est-à-dire que la responsabilité, moi, il y a une institutrice qui a sauvé ma vie, vraiment, qui m'a dit un jour une phrase qui m'a dit, toi, l'écriture, c'est ton truc. Et moi, je pensais vraiment n'avoir aucun truc. Et donc, j'avais pas trouvé ma place nulle part. Je me suis dit, tiens, ça a l'air cool, ça. Moi, ça va être mon truc. Et j'ai compris que je pouvais dire des choses qui allaient peut-être briser des rêves ou des destins. J'avais pas la vocation, quoi. Et je le vois avec mon enfant aujourd'hui. Je fais beaucoup d'erreurs et on apprend comme ça. Hein. On apprend, on apprend comme ça. Il n'y a pas de manuel pour ça. Non. On fait ce qu'on peut, au jour le jour. Et puis c'est tout. Hein. Il devrait y avoir un petit stage quand même de parentalité. Non, ça n'existe pas, heureusement. Ce qu'il faut, c'est que de voir un permis de procréer. Personne n'aurait. Attends, je vais te dire, qui l'aurait? Qu'est-ce que tu consommais et
comment, en fait, tu consommais, quelle était ta façon de le faire et comment tu gérais ta vie publique, ton métier, vraiment en quelques mots. Tu vois, on va pas s'attarder là-dessus, mais pour qu'on puisse savoir comment tu t'en es sorti, il faut quand même savoir comment tu y rentrais. Ça m'est arrivé beaucoup de boire en écrivant. Voilà, on a besoin de savoir ça. Ça, oui. Des belles choses. Oui, mais en revanche, quand tu te relis, il faut être à jeun, quoi, parce qu'il y a acheté quand même. Il faut retravailler à jeun. C'est qui disait ça déjà? Je sais plus, un auteur. mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Et non, ça a été un but. Je veux dire, ça a été un facteur. Je veux dire, d'écrire l'inspiration, de chercher ça là-dedans. Ouais, ça. On gagne en assurance, quoi. Ce qu'on perd en angoisse, donc c'est plus agréable. C'est pas l'inspiration, en fait, c'est juste. Non. On a plus confiance et on y va. Ouais, voilà. Voilà. La coke, c'était festif. Voilà, c'est juste que. D'ailleurs, c'est encore aujourd'hui. Là, il y avait le prix de Flore il y a pas très longtemps. Je me suis pas senti d'y aller, en fait. Tu vois, je me sens pas d'aller à des gros Barnum. Non pas parce que j'ai peur de... Évidemment, je consommerai pas, hein, mais parce que j'ai peur de me faire chier si je vais à un truc énorme sans rien prendre. Et je vois pas pourquoi je m'infligerais de me faire chier en allant à un truc énorme sans rien prendre. Après tout, c'est ma vie, c'est moi qui décide. Et si un jour je suis prêt à le faire, mais je suis déjà allé à des fêtes avec Fanny, et comme elle prend rien non plus, on s'amuse tous les deux, on est dans notre coin, on a notre délire, c'est bien. Mais à des trucs comme ça, un peu énormes, où il y a un peu une petite pression, j'ai pas envie de m'infliger ça. Puis tu peux croiser des gens aussi avec qui tu as beaucoup consommé. Oui, qui te disent viens voir. Viens voir. Non, viens, je te montre un truc. Ouais, non, en fait. Alors, écoute, donc, moi, je te connaissais comme tout le monde pour la liste. Ouais. En fait, j'étais dans le taxi, là, parce que je viens de ma province lointaine du sud de Paris. Et je dis au taxi, est-ce que je peux écouter une chanson? Je suis invité à un podcast par Rose, elle a fait la liste. Il me dit, je vous la mets dans ma voiture, j'ai un super son. Je me suis dit, ça me ferait plaisir que tu me la chantes, quoi. Alors moi, je veux bien faire le début. Tu veux filmer? Non, je veux que je te filme? Non, je veux bien faire le début, juste. Et puis... Donc, alors, en fait, tu es en train de me demander... Mais toi, tu les connais, les paroles. Non, mais tu es en train de me demander parce que je trouve les paroles à mon super. podcast de chanter une chanson, c'est ça? Ouais, s'il te plaît, j'aimerais bien. Ok. A cappella? Oh bah ouais, a cappella, à la cappella. Ah, tu commences alors. Ouais, mais moi, je sais pas chanter... Acapulco, c'est parti. Aller à un concert. Repeindre ma chambre en verre. Boire de la vodka. Aller chez Ikea. Louer un meuble... Non, mettre un décolleté. Louer un meublé. Et puis tout massacrer. Pleurer pour un rien. Acheter un chien. Faire semblant d'avoir mal. Et mettre les voiles. Fumer beaucoup trop. Prendre le métro. Et te prendre en photo. Jeter tout par les fenêtres. T'aimer de tout mon être. Je ne suis bonne qu'à ça. Mais c'est fou, tu l'aimes? Est-ce que ça te déçoit? J'ai rien trouvé de mieux à faire et ça peut paraître bien ordinaire. Mais c'est la liste des choses que je veux faire avec toi. Voilà. Bravo. Donc c'est toi qui m'as invité en fait. Hein. T'en as marre des questions sur l'alcool et la drogue. J'avais envie que tu me chantes ça, je l'adore cette chanson. Et bah écoute, dedans, je dis que boire de la vodka quand même, hein, c'était déjà bien parti. Je l'ai redécouvert grâce à Nagui, N'oubliez pas les paroles. Alors oui, tu m'as dit ça, t'es un grand fan de N'oubliez pas les paroles. J'adore cette émission. Pour quelle raison? Je sais pas. Déjà, mon père, il adore. Et j'adore tout ce qu'adore mon père. Et il me dit toujours, moi, mon rêve, si j'avais de l'argent, ce serait de les inviter, l'orchestre, tu sais, là, ceux qui ont les trucs pailletés. Mais je connais très bien Magali Ripoll. Et il me dit, ça serait de les inviter, ça serait d'avoir assez d'argent pour les inviter à un anniversaire pour qu'ils chantent pour moi. Alors, je dis, j'ai pas assez d'argent. Mais... Eh ben, écoute, voilà, on va essayer de faire ça. Parce que Magali, c'est une très bonne amie qui est venue à ce micro, figure-toi. Ah bon? Ouais. Alors elle, c'est pas une addict, mais elle a essayé les choses, elle connaît le monde des paillettes, justement. Ouais. Et elle a justement évoqué les choses dans lesquelles elle aurait pu tout à fait
tombé. C'est rigolo parce qu'il y a quelques années, j'étais à l'avant-première du film qui était une adaptation de ton roman. Un début prometteur. Un début prometteur. Ouais. J'étais avec un ami et c'était parce qu'il était ami avec Manu Payet. Ouais. Manu Payette. Et en fait, c'est drôle parce qu'après, quand j'ai lu le livre que je n'avais pas lu, eh bien, je me suis dit, c'est pas du tout axé de la même façon. C'est-à-dire que finalement, ton livre, il était axé sur le frère qui, lui, a sa vie. Voilà, c'est une autre histoire. Et là, on a décidé d'axer sur le grand frère, Manu Payette, qui, lui, est alcoolique, vraiment avéré, et qui va de cure en cure, et qui revient à la maison parce qu'il est un peu en train de sortir de cure, ou avant d'entrer... Ah oui, il sort de cure. Et avec un père, justement, qui est super chouette, c'est Lucchini. Et donc, c'est la fille de Lucchini qui a réalisé ce film. Oui, c'est ça. Mais j'étais étonné, j'ai vu les premières prises du film et j'avais été étonné par le jeu de Manu Payet que j'avais trouvé excellent. Mais je veux l'inviter depuis longtemps parce que pour moi, il a tout d'un alcoolique. Non, mais il jouait hyper bien. Je trouvais qu'il avait pris de mes mimiques de l'époque. Mais est-ce que toi, t'as été au courant de ce film, de comment ils allaient le tourner Oui, un peu. Ouais. Et j'ai trouvé vachement bien le film. C'est inspiré de toi, on est d'accord. On voit Garches même à un moment. Hein. Oui. Je suis jamais allé à Garches, mais on voit Garches. Oui, c'était inspiré de moi à ce moment-là. Et je trouve que Manu Payet avait fait un travail formidable. Ouais. Il est incroyable, ce mec. Parce qu'en fait, on ressent l'intelligence en fait du mec qui boit. Parce qu'on ne boit pas pour rien. Souvent, on réfléchit trop. Non, et puis sa démarche désinvolte, son côté au bout du rouleau, il était très touchant dans ce film. Il y avait une vraie fêlure. Puis lui aussi, c'est l'amour qui le réveille. Puis c'était très intelligent de la part d'Emma Lucchini de le choisir lui, parce que c'était un rôle un peu un contre-emploi. C'est censé être un comique. Manu Payet, c'était pas évident de le faire jouer dans un rôle un peu mélancolique comme ça. Une mélancolie qui ferait belle figure. Il était très bon, je trouve. Et en fait, donc on le voit un petit peu, pour revenir à la consommation, on le voit un petit peu faire tout ce que toi tu faisais, c'est-à-dire prendre tout ce qui passe et tout ce qui est possible pour ne rien ressentir. Pour mettre quelque chose entre soi et le monde pour tenir le coup. Complètement. Et à un moment donné, est-ce que finalement, ce quelque chose, c'est même plus ça qu'on cherche ? Qu'est-ce que tu cherchais au final ? À la fin, c'était aussi de ne pas trembler, de ne pas être mal. Avoir la paix, à rien ressentir, être dans un état cotonneux, voire léthargique. Alors, dans l'interview dont je parle en 2008, en fait, tu étais déjà sobre, mais sauf que tu m'as expliqué, il y a eu des rechutes. Oui. D'autres choses, en fait. C'était plus l'alcool. Oui, il y a eu des rechutes, notamment aux dérivés morphiniques, à la codéine. Je prenais beaucoup de Codoliprane. Après ton opération ? Avant, quand j'ai fait une pancréatite, en fait. C'est-à-dire que dans le Codoliprane, alors on recherche les effets de la codéine, mais il y a du Doliprane aussi, beaucoup. Et ça tue le pancréas, le foie. Ouais. Et donc, je me suis retrouvé hospitalisé à Toulon, et avec un pronostic vital engagé, voilà. Et le sevrage a été très douloureux. Et je m'en suis sorti. Plus que le reste. Ah ouais. C'est ça le sevrage le plus difficile, c'est les dérivés morphiniques. Pour moi, ça a été le plus difficile. Comme l'héroïne, en fait. Ouais. C'était très dur. Et voilà. Et je suis content d'être sorti de tout ça. Ouais. Alors dans tes récits, même après, donc il y a eu ces rechutes, ces choses-là. Il y a 7 ans, tu rencontres Fanny. Tu redeviens sobre, mais totalement de tout. Et c'est super que tu aies presque arrêté de fumer aussi. Moi, j'ai réarrêté pour le mois sans tabac. Ah ouais, c'est bien. C'est un combat, ça, j'ai l'impression qu'on n'en sort jamais, mais bon. Moi, je fais ça parce que ça sent rien pour les gosses à l'intérieur. Je pouvais pas fumer de clope, j'ai obligé d'arrêter. Mais moi, je supporte plus sentir moi-même. Sur les autres, ça me dérange pas. Moi, sentir la cigarette et que les gens se disent, oh là là, elle pue la clope, je déteste, donc je veux plus fumer. Il y a un sujet qui revient beaucoup. Donc, une fois même quand tu as tout arrêté et que tu es heureux et que tu écris des livres incroyables, toujours, tu parles beaucoup de solitude. Donc, il y a beaucoup d'êtres solitaires dans tes romans. Est-ce que tu penses vraiment que c'est ça qui te fascine le plus chez les addicts, quelque part ? Parce que même le médecin, dans Médecine douce, il y a vraiment ce côté-là. Moi, j'ai l'impression que parfois, je suis triste de plus en être, de ces êtres tristes et solitaires. C'est plus difficile sans l'addiction, je trouve, d'être solitaire. Oui. Tu veux dire que on consommait beaucoup seul. En fait, je fais des choses de la vie
Des choses, je vais au cinéma, je vais à des concerts, je vois plus de gens, je bois des cafés. Il n'y a pas ce côté... moi, je pouvais aller au bar toute seule, quoi. Enfin, j'imagine que toi aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, en plus. Je le fais plus, ça. Maintenant que tu me le dis, ça me revient. Mais oui, c'est vrai. Et des fois, ça me manque de plus être cette loup solitaire qui a peur de rien du moment qu'elle a son produit dans la poche. Ouais. Alors, je sais pas pour donner des cravings, maintenant, en revanche, moi, je préfère toujours les compagnons, même si je les fréquente plus, qui m'appellent à 4h du matin en me disant ça va pas du tout, Nico, je suis en train de me mettre la tête dans le four tellement je suis déprimé et seul. Et je préfère toujours les gens cabossés de partout, qui vont mal, que ceux qui ont des projets plein la tête et qui font du footing et qui ont des patins dans leur baraque de cinglés, des patins et qui font des running et des trucs. Ça me fatigue. Et en même temps, un jour, donc ce déclic revient. Comment est-ce qu'à ce moment-là, l'amour te sauve? Mais comment est-ce que tu as fait concrètement? Qu'est-ce que tu as remplacé? Qu'est-ce qui s'est passé? Incapable de faire autre chose que ce que j'ai envie de faire. Ok, donc là, c'était juste envie. Je me suis pas forcé. En fait, je suis incapable de faire autre chose que j'ai envie de faire. J'ai juste eu envie de le faire. Tu vois, en fait, je me suis shooté à elle, quoi. Vraiment à elle, mais au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire, je me suis shooté à la respirer, à son odeur, à son encore plus à son odeur qu'à son parfum. C'est fou, c'est la came ultime, cette meuf, vraiment. Mais pour toi, mais alors on est d'accord juste qu'il faut remplacer la drogue par quelque chose. Oui, c'est ça. Okay. Donc les gens ne sont pas obligés de tomber. Il se trouve que mon amoureuse est une drogue en vente libre, très saine, qui, ben voilà quoi. Et tu la prêtes? Ah bah non. Parce que si tu peux aider des gens, en fait. Non, mais je veux dire, en tout cas, on est là pour dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est trouver l'envie, le désir. Comme tu dis, on ne fait pas ce qu'on n'a pas envie de faire, nous, les addicts, souvent. Il faut retrouver quelque chose qui nous donne envie. Bien sûr, quelque chose qui vous donne envie. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose. Ça peut être le footing, Nicolas. Oui, bien sûr. Ouais, ou le ping-pong, ou je sais pas. Il y a des mecs qui doivent dire, moi, ça me saoule les mecs heureux en amour. Moi, je préfère voir des gens qui galèrent grave. Ou qui font un marathon. Mais très bien. Mais tant mieux si c'est leur kiff, tant mieux. Ah ouais. Non, mais du moment que ça marche. Moi, ce qu'il faut, c'est que ça marche. Ouais, c'est ça. Voilà. En fait, il faut recréer du lien avec quelque chose qui nous donne autant de plaisir, en fait. T'as vu, ça sent rien. Ça sent un peu. Alors, c'est le cendrier, peut-être. C'est le cendrier. Mais non, mais moi, j'ai un très bon odorat. Comment tu gères, justement, les tentations aujourd'hui? Est-ce que tu me dis tout à l'heure, en fait, franchement, même si j'étais allée, il n'y avait aucun risque que je consomme. C'est vrai? Ouais. Oui, en fait, je me suis pas dit à un moment donné, je me suis rien tatoué, je me suis pas dit à un moment donné, c'est fini, j'arrête. Mais au fil des mois, c'est devenu comme une évidence qu'il y avait plus de retour en arrière possible, que c'était ferme et définitif là-dessus. Et c'est dans mon caractère. Qu'est-ce qui te ferait le plus peur? D'en reprendre? Oh non, rien, c'est rien. C'est juste que c'est dans mon caractère que je sais que j'en reprendrai plus, en fait. Tu tournes des pages. Ouais, voilà. C'est comme quand t'écris. Pile de gauche, ouais, c'est ça. Voilà, c'est pile de gauche, c'est juste ça. Ça me saoule, quoi, tu vois. C'est bon, j'ai donné. T'as la flemme. Ouais, flemme. Comme disent on sait qui. Comme disent on sait qui. Il a 13 ans, on sait qui. Non, il a 13 ans. Flemme, il a 13 ans. Flemme, vas-y, j'avoue. Non, flemme. Juste flemme, tu vois, mais grosse flemme. Aucune tentation, donc, du coup. Non, flemme. Ça me saoule. C'est bon, j'ai donné. Vraiment, j'ai donné. Tu vois, en 7 ans avec Fanny, pas de façon régulière, mais on a passé 3 étés. Le premier, le 3e et le 5e été en Bretagne, et il y avait un bar à huîtres qui était très très beau. On s'est pris une fois des palourdes et je me suis pris un petit verre de muscadet. Voilà. Ah, mais c'est intéressant à savoir. Donc tu peux boire, toi. Oui. Je l'ai fait. On a pris chacun. Oui. Et que j'ai à peine fini d'ailleurs. Donc on est d'accord qu'il y a 2 écoles. Enfin, je veux dire, on avait tendance à dire c'est une maladie. Tu peux pas commencer le premier verre. Et moi, je crois à ça. Moi, j'y crois. Ouais. Sauf que
Il faut parler des exceptions aussi. Pas tout le monde ne peut reboire un verre. Ah, mais moi, j'ai même pas pensé, ça m'a même pas déclenché quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Non, rien. C'était un moment donné. Parce que t'en as fini avec ça, en fait. Ah oui, complètement. Donc, en fait, ça donne vachement d'espoir aux gens, parce que... C'était juste pour savourer des palourdes avec un coucher de soleil, avec mon amoureuse, tu vois. Alors, en fait, pour résumer... C'était pas m'enfiler une bouteille de vin dans un... Tu vois ce que je veux dire ? Je sais bien, mais sauf qu'on connaît tous les alcooliques qui commencent par dire « je veux boire un petit verre » et qu'on les retrouve plus. Ouais, je comprends. Tu les connais. Ouais. On en a été de ces gens-là. Peut-être parce qu'il y a la personne qui m'accompagne aussi, que c'est un moment qu'on partage à deux. Alors, c'est exactement, je voulais résumer le truc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, voilà où j'en suis, mais alors ce n'est pas du tout une solution et ce n'est pas une vérité. C'est ma vérité du moment. Je pense que, comme toi, si on en a décidé... Déjà, pour moi, c'est interdit de consommer tant qu'on a envie de se défoncer la gueule. C'est-à-dire, voilà. Faut pas que ce soit l'objet. Une fois qu'on a la flemme, mais ça, il faut du temps. Une fois qu'il y a la flemme, je trouve que on peut s'accorder des choses, mais dans des conditions où il n'y a pas de danger. Et moi, c'est exactement ça. C'est en mangeant avec des gens. Enfin, voilà. Bon. Mais là, j'ai pas bu depuis très longtemps et je suis très contente aussi. Oui. Mais moi, par exemple, c'est un truc auquel je ne pense jamais. Tu dis pas je vais boire ou je vais pas boire. Non, je ne bois pas, juste. Mais je pense à ça parce que ça m'est revenu à l'idée. Mais quand je pense à ça, je pense plus au bar à huîtres qu'au verre de muscadet, si tu veux. Tu vois, au plateau de palourdes, au moment, en fait. Bah oui, évidemment. Moi, je vois ça comme un moment. Oui. C'est compliqué, hein. Je veux pas du tout donner envie aux gens et de faire croire que c'est possible parce que c'est pas forcément possible. Moi, je veux juste terminer en disant que je suis une grande admiratrice de ton travail, que j'ai lu beaucoup de tes livres. Quand est-ce qu'on te voit sur scène, alors le 11 février, j'ai l'impression d'être le 11 février et le 12 février à l'Européen, et puis en tournée en 2025. Mais tu es invité. Oh, merci. Tu es invité. Donc, du coup, tu penses aujourd'hui qu'une histoire d'amour qui se termine pas aujourd'hui existe? Ah oui, je le pense. Et qu'on peut être heureux après tout ce bordel? Ah oui. Fallait peut-être foutre un sacré bordel avant de trouver ça... de trouver ça au bout du voyage. Ouais. Donc en fait, ce grand trucage, comme tu l'appelles, il en vaut la peine. Ouais. Eh ben, écoute, je suis ravie de t'avoir reçu. C'était spécial parce que j'ai l'impression que c'était moi qui étais un peu interviewée. Non. Je suis hyper heureux de t'avoir rencontré parce que on s'était eu 2-3 fois au téléphone, et puis le fait d'avoir écouté ta chanson dans le taxi m'a rappelé plein de souvenirs. Je la trouve très belle. Merci. Et je trouve que la personne que j'ai en face de moi est largement à la hauteur de la chanson. On va finir là-dessus. Merci Nicolas. Merci. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre, est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.